C'était Thanksgiving 1997. Depuis quelques années, cette fête était l'un des rares jours de l'année où les rues étaient relativement calmes dans le quartier de Soundview, dans le Bronx. Les gangsters et les voyous locaux de Castle Hill, le quartier voisin, déposaient leurs armes et se retrouvaient sur le terrain de football. C'était un jour où tout le monde fermait les yeux sur les rancunes personnelles et les affaires et se contentait de profiter du match, même si les joueurs portaient des gilets pare-balles sous leur maillot. Mais en 1997, cette tradition fut brisée. Au milieu du match, un gangster du gang Sex Money Murder, surnommé Sudge, est apparu sur le terrain. Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, il a sorti une arme de la poche de son sweatshirt et l'a pointée sur un gangster nommé Twin, le plus proche associé du parrain de Sex Money Murder, avant de tirer. S'agissait-il d'une vengeance ou d'une tentative de coup d'État? En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des gangs les plus sanguinaires du Bronx qui avait pour objectif de créer une organisation capable de rivaliser avec le pouvoir et l'influence de la mafia américaine. Si cette histoire vous intrigue, découvrons ensemble le gang Sex Money Murder du mauvais côté de la loi. L'histoire d'aujourd'hui commence dans les Soundview Houses, un quartier situé au sud du Bronx, à New York. Soundview a été planifié en 1952 et finalement construit en 1954. Il s'agissait d'un complexe de logements sociaux de 7 étages maximum, destiné aux familles qui vivaient dans des immeubles surpeuplés ou dans des conditions insalubres. Les résidents bénéficiaient du gaz et de l'électricité pour un forfait de $42 par mois. Chaque étage accueillait une famille blanche, une famille noire et une famille hispanique, le dernier appartement étant attribué librement par la New York City Housing Authority. À l'origine, le quartier était un symbole d'espoir. Il devait offrir un endroit où les parents pourraient élever leurs enfants dans un environnement sûr et où les personnes âgées pouvaient passer leurs vieux jours dans le confort. Mais la réalité fut tout autre. Soundview se retrouva rapidement submergé par des milliers de familles fuyant les lois Jim Crow du Sud, ainsi que des milliers de portoricains devenus citoyens américains en vertu du Jones Act. Au milieu des années 60, Soundview était déjà tombé dans l'anarchie. Dans les années 80, le quartier était plongé dans la violence, la drogue et la criminalité. Puis vint 1986, lorsque l'épidémie de crack s'empara de New York. La propagation de cette drogue provoqua une explosion de la criminalité, en particulier dans les quartiers pauvres. C'est dans cet environnement que grandirent les futurs membres de Sex Money Murder, ou SMM. Peter Rollock, qui sera plus tard surnommé Pistol Pete, croyait être né pour diriger un gang criminel. Son père, Leonard Rollock, était une figure importante du monde criminel. Il s'était fait un nom dans les années 70 en travaillant avec le baron de la drogue Nicky Barnes, à qui nous avons consacré une vidéo séparée. Pete aimait se vanter d'un article de journal reliant son père et Barnes à la famille mafieuse Lucchese. Selon la rumeur, le trafic d'héroïne de Barnes lui rapportait jusqu'à 72 millions de dollars par an. Leonard Rollock a été condamné à 2 reprises. En 1976, il a été condamné à 15 ans de prison et en 1992 à 50 ans. Contrairement à ses anciens partenaires, le père de Pete a refusé de coopérer avec les procureurs, ce qui lui a valu le respect de ses codétenus en tant que gangster fidèle à ses principes. Pete a hérité de Leonard Rollock ses contacts avec d'anciens trafiquants de drogue et sa grande ambition. Pete se considérait comme l'héritier d'une dynastie criminelle et, dès son plus jeune âge, il a essayé d'égaler la réputation de son père. Vers la fin de l'année 1987, Pete, alors âgé de 14 ans, a commencé à se lier d'amitié avec des enfants qui, sans qu'il le sache encore, allaient l'accompagner tout au long de sa carrière criminelle. 2 d'entre eux nous intéressent particulièrement, Pipe et Sin. Pipe n'avait que 11 ans lorsqu'il a rencontré Pete. Il devait son surnom à l'ancien petit ami de sa mère, un homme grand et musclé connu sous le nom de Lead Pipe. Personne à Soundview ne se souvenait que Pipe ait été appelé autrement. Son père, Big Bimbo, était également un gangster notoire et un ancien membre du gang Black Spades, né dans le quartier dans les années 60. La 2e peine de prison de Bimbo est survenue juste au moment où son fils grandissait. Il n'a donc pas participé à son éducation. Pipe avait 3 frères, 3 sœurs et une mère toxicomane qui, parfois, affamait ses enfants en dépensant tout l'argent de l'aide sociale pour s'acheter une nouvelle dose. À l'âge de 11 ans, Pipe était devenu l'homme de la maison. Au début, il rapportait l'argent qu'il gagnait au supermarché, puis son cousin Pookie l'a initié au trafic de drogue. Ce même cousin l'a présenté à Pete Rollock, qui s'est rapidement lié d'amitié avec Pipe et est devenu pour lui une sorte de grand frère. Quant au dernier membre de notre trio, Sin avait le même âge que Pete et n'avait aucun héritage criminel. Il a été élevé par sa grand-mère, Miss Julia, une femme au caractère difficile.
Et privé de la chaleur familiale, Sin a cherché du soutien dans la rue. Parmi ses proches se trouvait l'un des principaux dealers de drogue du quartier, Fat Mike, qui s'occupait de Sin comme d'un petit frère, lui donnant parfois de l'argent et l'invitant à manger une pizza. Fat Mike expliquait au garçon comment fonctionnaient les lois de la rue et l'incitait à se lancer dans le trafic de drogue. Sin et Pete se sont rapprochés en jouant dans la même équipe de football américain. Cette alliance était bénéfique pour les deux. Sin a fait découvrir à son nouvel ami la vie dans l'un des ghettos les plus violents de New York, que Pete, ayant grandi dans une famille aisée, ne connaissait que très vaguement. Pete, de son côté, était attiré par Sin en raison de ses liens avec les gangsters. Quant à la relation entre Pipe et Sin, les garçons s'entendaient également bien. Bien qu'il fût de 3 ans son aîné, Sin respectait son jeune ami, qui jouait le rôle d'un adulte et même de son égal. Peu après la formation du trio, Pete a commencé à les entraîner dans les ennuis. Cela a commencé par le vol de vélos d'enfants italiens, puis sont venues les bagarres de groupe. Pete s'est rapidement rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace de se battre en équipe et a annoncé à ses amis qu'ils étaient désormais unis et qu'il n'y aurait plus de combat en tête-à-tête. Un jour, Pete s'est battu avec un garçon appelé Gay René, surnommé ainsi en raison de son habitude de porter des pantalons moulants. Après l'école, Pete, Sin et 2 autres copains ont encerclé René à l'arrêt de bus et l'ont agressé. La police est arrivée sur les lieux et les garçons ont dû s'enfuir. Mais l'un d'entre eux, un garçon appelé Pio, s'est fait attraper. Pio a dénoncé Sin et un autre garçon surnommé Bilov, mais il n'a pas voulu donner le nom de Pete par peur. Les garçons ont été envoyés à Spofford, un centre correctionnel pour mineurs situé près de la rivière Bronx, et les chemins de Sin et de ses amis se sont séparés. Pete et Pipe ont continué à vendre de la drogue, tandis que Sin faisait face à une longue peine de prison et à de nouvelles fréquentations. En janvier 1988, un événement s'est produit à Sunview, qui a changé le paysage criminel du quartier. Des membres d'un gang rival ont tué les gangsters dominants de la région, Fat Mike, que nous connaissons déjà, ainsi que 2 de ses associés. En plus d'être une grande tragédie pour les jeunes gangsters qui l'admiraient, et surtout pour Sin, qui n'était pas encore parti pour Spofford, la mort de Fat Mike a créé un vide de pouvoir qui a été comblé par un trafiquant de drogue nommé E.T. Larry. Mais lorsque Larry a appris qu'un de ses hommes coopérait avec la police, il a quitté New York précipitamment, permettant à l'équipe de Pete de s'étendre et de prendre le contrôle de Soundview en forgeant une alliance avec 2 autres groupes. Pete a décidé que son organisation avait besoin d'un nom percutant et a annoncé un jour à ses associés qu'ils s'appelleraient désormais les Kings. L'acronyme Kings pouvait être déchiffré comme Killing Innocent N-Words Gangsta Style, tuer des innocents de manière gangsta. À l'été 1990, les Kings avaient acquis une renommée considérable. Pete est notamment devenu célèbre pour avoir tiré dans la jambe d'un homme et pour avoir toujours porté sur lui des pistolets de petit calibre. C'est pour cette raison que les vétérans du quartier lui donnèrent le surnom de Pistol Pete. Le jeune gang a commencé à avoir ses propres coutumes, comme le fait de s'adresser à un autre membre en utilisant le mot de code « Mo », une référence à un ancien dealer de crack nommé Bimo. Tous les gangsters de la région, de Fat Mike à Pipe, devaient d'une manière ou d'une autre leur succès au patronage et aux relations de cet homme. Pete et son équipe avaient connu un certain succès en vendant de la drogue sur le territoire de Soundview et s'étaient livrés à de petites escarmouches avec d'autres petits gangs jusqu'à ce qu'ils durent affronter un adversaire bien plus sérieux. Le prélude à cet événement fut le retour de Sin, qui avait purgé sa peine derrière les barreaux et était revenu dans le milieu. Mais pendant son absence, le monde souterrain de Soundview avait profondément changé et la concurrence entre les jeunes dealers rendait impossible pour un nouveau venu ou quelqu'un qui partait de zéro comme Sin de gagner correctement sa vie. Sin, âgé de 16 ans, a eu la chance de rencontrer un gangster nommé Little J, qui avait 1 an de plus que lui et faisait partie d'un groupe semi-officiel appelé Booby, qui considérait Sin comme l'un de ses partenaires. Après avoir appris les difficultés de son camarade, Little J lui a suggéré de déménager à Springfield, dans le Massachusetts, où le commerce du crack commençait tout juste à se développer. Les affaires ont décollé et en 1991, Sin et Little J pouvaient s'offrir des vêtements chics et de belles voitures. Il faut toutefois noter qu'ils n'étaient pas sur un pied d'égalité. La plus grande part des profits revenait à Little J, mais Sin ne s'en souciait pas vraiment. Little J lui avait permis d'accéder à une vie riche et lui avait également donné un nouveau nom de gangster, Sugar Shaft, qui faisait référence à son amour pour les sucreries et à son tempérament violent. Dès lors, Sin préféra qu'on l'appelle Sudgy. Sudgy a commencé à se montrer au Soundview Houses, exhibant sa richesse. Son goût pour l'ostentation et son ego grandissant ont commencé à causer des problèmes à son équipe, car les vieux gangsters vengeurs du Bronx méprisaient ces jeunes hommes prospères qui exhibaient leur fortune en ces temps difficiles pour le trafic de drogue.
En septembre 1991, alors qu'il roulait sur sa nouvelle moto, Sudji tomba sur le gang d'E.T. Larry. Kyron Little et un de ses associés frappèrent Sudji et le poursuivirent sous la menace d'une arme jusqu'à une voiture où 4 gangsters, dont Larry lui-même, commencèrent à l'interroger. Ils voulaient savoir où habitait son partenaire Little J. Lorsqu'ils entrèrent dans l'immeuble, Sudji leur indiqua le 5e étage, alors que Little J habitait au 4e. Prenant l'ascenseur, Sudji frappa à la première porte qu'il trouva et, avant qu'on lui réponde, il dévala les escaliers. Une fois sorti de l'immeuble, il courut encore quelques pâtés de maison, le visage ensanglanté, avant de s'arrêter et de composer le numéro de Little J. Son partenaire ne répondit pas. Il ne restait qu'une seule personne à Soundview sur laquelle Sudji pouvait compter, et c'était Pete Rollock. Après avoir péniblement atteint son appartement, Sudji s'est précipité à l'intérieur et a raconté ce qui s'était passé. Pete n'allait pas ignorer ce qui s'était passé. Selon lui, les hommes d'E.T. Larry auraient dû être punis. Mais ce n'était pas seulement des rancunes personnelles qui jouaient un rôle dans cette affaire. L'équipe de Larry disposait d'un important arsenal et surtout de beaucoup d'argent qui pouvait être utilisé pour recruter d'autres gangsters. Le plan de Larry était de prendre le contrôle de tout le trafic de drogue dans les zones voisines et il était profitable pour Pete d'éliminer un concurrent aussi puissant. Pete a appelé toutes les personnes qu'il connaissait et qui pouvaient l'aider dans l'opération à venir. Même Little J, avec qui il entretenait pourtant une forte antipathie réciproque, est venu participer à la mission. Puis Pete a soudainement changé d'avis et, après avoir enfilé un gilet pare-balles et s'être muni d'armes pour lui et Sudji, il a annoncé qu'il pouvait y arriver seul, principalement pour créer un effet de surprise. Ils se sont rendus dans les HLM et ont retrouvé quelques amis de Pete. Ensemble, ils ont retrouvé Lance, l'un des 4 gangsters qui avaient attaqué Sudji, puis tout a dégénéré. Sudji, déjà avide de vengeance, a exhorté tout le monde à attaquer, mais Pete, voyant que le moment était défavorable, a hésité. Finalement, Sudji s'est précipité sur Lance et les autres ont suivi son exemple. La fusillade a eu pour conséquence que Lance a été touché par l'une des balles de Pete, mais il a réussi à s'échapper dans un bâtiment voisin. La police s'est précipitée vers le bruit et les jeunes gangsters ont dû se cacher. Pete était sur le point d'être arrêté. La police a trouvé la maison où il se cachait et a rapidement ordonné aux résidents d'évacuer les lieux. Mais Pete a eu la chance de croiser un type qu'il connaissait et qui lui a donné une nouvelle chemise et une casquette de baseball. Grâce à un simple déguisement, Pete a pu sortir du bâtiment avec les autres sans être reconnu. Quelques jours plus tard, une brève fusillade a éclaté entre le gang de Pete et les hommes d'E.T. Larry, qui s'est terminée lorsque la police est arrivée. Le lendemain matin, Sudji et Pipe ont approché un portoricain nommé Julio, spécialisé dans le vol de voitures. Celui-ci était ravi de les aider dans leur guerre contre E.T. Larry et leur a fourni une voiture ancienne et banale. Sudji a été désigné comme chauffeur car il avait un permis obtenu par Little J grâce à ses relations corrompues au sein du Department of Motor Vehicles. Pipe et le gangster Kevin Bimo Haller, qui s'était joint à eux, se sont installés sur les sièges passagers et ont préparé leurs armes. Quant à Pete, il a refusé de monter dans la voiture volée, estimant que l'opération n'en valait pas la peine et comportait trop de risques. Cette fois-ci, l'opération s'est donc déroulée sans sa participation. Sudji, Pipe et Bimo se sont rendus en voiture dans le quartier situé en face des logements sociaux de Soundview et ont repéré Lance et Kyron parmi leurs ennemis. Sudji s'est approché et a baissé les vitres de la voiture. Kevin et Pipe ont ouvert le feu sur les gangsters. Lance est tombé sur le trottoir, blessé aux jambes, tandis que Kyron s'est mis à couvert. Au milieu de la fusillade, une jeune femme avec une poussette se trouvait à proximité et, lorsqu'elle a entendu les coups de feu, elle a été tellement effrayée qu'elle n'a pas pu déterminer d'où ils provenaient et s'est précipitée au cœur de l'échange de tirs. À ce moment-là, Pipe n'avait plus de balles et Bimo a cessé de tirer, ne voulant pas risquer de blesser la femme et son bébé. Alors que la jeune mère disparaissait au coin de la rue, Pipe et Kevin ont ouvert les portes pour sortir et achever Lance. Mais Sudji a pris peur et s'est enfui en voiture. Il a justifié sa décision par le fait qu'il y avait trop de monde dans le quartier. Sur le chemin du retour, la voiture volée est tombée en panne et les garçons ont dû marcher tout en se cachant des policiers. 2 jours après cet incident, E.T. Larry a invité ses adversaires à négocier et le 1er novembre 1991, Pete et Pipe ont rencontré le gangster dans les rues du Bronx. E.T. Larry était outré par le manque de scrupules de la jeune génération. L'équipe de Pete enfreignait les règles tacites en manquant de respect aux gangsters plus âgés et en attaquant en plein jour devant des témoins. En même temps, leur brutalité aveugle effrayait E.T. Larry, et celui-ci, réalisant que Pete abandonnerait ses hommes, que ce soit après leur reddition ou après leur mort, choisit la première option. Larry a donc levé les bras au ciel et déclaré que l'équipe de Pete pouvait prendre le territoire de Soundview.
Mais Kevin, l'associé de Pete, n'était pas présent à cette réunion et ignorait qu'une trêve avait été conclue. Le 3 novembre, il a affronté Kyron, membre du gang d'Itillary, dans un magasin et l'a abattu. Un changement majeur venait de s'opérer dans le milieu criminel de Soundview. Pete et son équipe étaient considérés comme l'armée de libération qui avait chassé le tyran Itillary. Ils étaient désormais au sommet et respectés de tous. Little J et Sudgy retournèrent à Springfield et Pete et Pipe continuèrent de savourer leur victoire. Quelques jours plus tard, cependant, leur joie fut gâchée par la nouvelle que la police recherchait le meurtrier de Kyron. Bien qu'Itillary n'ait pas riposté, les autorités ne se montrèrent pas aussi généreuses. Une amie de la victime, surnommée Nefertiti, représentait une menace. Elle était le seul témoin pouvant prouver l'implication de Kevin Haller, membre du gang de Pete. Avec Pipe et Kevin, Pete retrouva la jeune fille et la menaça de faire tuer tous ses proches. Nefertiti ne tenta pas le diable et partit pour la Virginie dès le lendemain. Kevin suggéra alors une initiative plutôt audacieuse, se rendre volontairement à la police. Selon lui, les détectives n'ayant plus aucun témoin, ils n'auraient d'autre choix que de le laisser partir. Et c'est exactement ce qui se passa. Après avoir pris le contrôle de Soundview, Pete a pris des mesures pour consolider le trafic de crack dans tout le Bronx. Mettant de côté les vieilles rancunes, il a fait la paix avec deux gangsters réputés de Castle Hill, les jumeaux David et Damon Mullins. Avec David, également connu sous le surnom de Twin, ils sont même devenus de vrais amis, unis par leur absence de mauvaises habitudes et leur grande ambition. Au cours de l'été 92, Pete a commencé à réfléchir aux fondements idéologiques de sa vie et de son gang en particulier. Il s'est interrogé sur le sens de la tromperie et de la force brute, a lu divers livres, dont L'art de la guerre de Sun Tzu et Le prince de Machiavel, exhortant Pipe et d'autres associés à se plonger dans ses lectures favorites. Cette quête de sens trouva son aboutissement après une conversation entre Pete et son cousin Loaf, qui était membre du même gang à Los Angeles. Pete taquinait Loaf au sujet de son uniforme bleu de gangster et son cousin lui expliqua que les gangs de Los Angeles étaient différents de ceux du Bronx, qui s'inspiraient des parrains de la mafia italienne. C'est alors que Loaf a dit à Pete que tout ce qui intéressait ces hommes, c'était le sexe, l'argent et le meurtre. Pete a ensuite expliqué à Pipe que ces trois mots résumaient parfaitement leur mission. Nous avons du sexe parce que nous avons de l'argent, et nous tuons quiconque touche à notre argent. Selon Pipe, tous les meurtres commis par leur équipe l'étaient dans le but de se libérer économiquement dans la lutte contre un système injuste. Pipe, qui n'avait jamais été du genre à faire de l'introspection profonde, était d'accord, et leur gang reçut un nouveau nom, Sex Money Murder, ou SMM en abrégé. Pipe commanda plusieurs casquettes de baseball et des vestes noires et grises pour les membres du gang, avec le nom abrégé du groupe brodé dessus, et Pipe trouva le slogan « East Side all the time, sex money gonna shine ». East Side tout le temps, le sexe et l'argent vont briller. Pete et Pipe se mirent à la recherche de villes où ils pourraient ouvrir des franchises. Ils tentèrent leur chance à Baltimore, dans le Maryland, où après 2 ventes, ils tombèrent sur un dealer de drogue local et se retrouvèrent impliqués dans une fusillade. Après cela, ils décidèrent de chercher des opportunités ailleurs. Leur ami Kevin créa une branche affiliée à Sex Money Murder à Kingston, dans l'État de New York, soudoyant les jeunes avec des vélos et des bonbons gratuits. Au début de l'année 1993, le gang Sex Money Murder comptait environ 8 membres principaux, chacun occupant une place spécifique dans la hiérarchie. Pete était le chef et Twin son principal assistant. Pipe, en raison de son âge, occupait un rang inférieur. En dessous d'eux se trouvaient 2 autres gangsters dont les fonctions se limitaient à la violence et à la gestion des coursiers. Anthony Hardy, surnommé Big Ant, était le garde du corps de Pete. À leur côté, il y avait des partenaires d'autres gangs qui vendaient du crack dans d'autres quartiers. Au début, la marchandise provenait de l'oncle de Pete, George Wallace. Parfois, si la livraison était retardée, Pete devait l'acheter lui-même à Washington Heights. Au cours de l'été 1993, le destin l'a mis en contact avec le trafiquant de drogue Savon Code, également connu sous les noms de Big Head ou Yaropak. Originaire du Bronx, Code fut l'un des premiers à se lancer dans ce commerce à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et avait la réputation d'être fiable. Lui et Pete s'entendirent rapidement. L'un avait besoin d'un protecteur, l'autre d'un fournisseur. Pete commença à escorter Code lors de ses voyages à Pittsburgh, recevant 3 000 à 5 000 $ pour cela, puis fit entrer Code dans Sex Money Murder en tant que lieutenant junior. Code expliqua à Pete les rouages de l'organisation, dont les activités s'étendaient à plusieurs États. Il acheta lui-même 1 kilo de crack à New York pour 18 000 $ et le revendit à Pittsburgh pour 46 000 $, réalisant ainsi un bénéfice de 28 000 $. C'est également Code qui présenta à Pete l'homme qui allait contribuer à l'ascension de Sex Money Murder.
Cet homme était John Castro, un Dominicain qui avait des liens avec les cartels de la drogue colombiens par l'intermédiaire d'amis à Washington Heights. Castro fournissait de la drogue à des gangs dans toute la ville de New York, était très respecté par les gangsters et aimait des femmes. Pete le considérait comme un modèle, cherchait à renforcer leur partenariat commercial et s'est même laissé entraîner dans la Santeria, une religion syncrétique mêlant les croyances du peuple Yoruba d'Afrique à des éléments du catholicisme. Parallèlement à ces nouvelles alliances, la relation entre Pete et Twin s'est consolidée. Ils partageaient équitablement les bénéfices de Soundview et se développaient chacun de leur côté. Alors que Pete étendait son réseau à Pittsburgh, Twin faisait de même à Castle Hill et Kingston. Pendant leur temps libre, ils fréquentaient les clubs de striptease de Hunts Point et invitaient des stripteaseuses à Soundview pour des orgies. Parfois, cependant, leur goût pour la fête se transformait en bagarre. Un jour, par exemple, Pete et Twin se rendirent à Harlem Week, où Twin se disputa avec un voleur nommé Kato autour d'une partie de dés. Kato, furieux, souleva son t-shirt pour montrer qu'il portait une arme. Pete, qui savait que son partenaire n'était pas armé, s'approcha furtivement de Kato et lui tira une balle dans la nuque, expliquant plus tard à Pipe qu'il avait dû agir ainsi pour protéger Twin. Puis, pour confirmer sa réputation de gangster, il a lui-même répandu des rumeurs sur le meurtre, affirmant que ce n'était pas son premier. Bien qu'en apparence, Pete restait le même playboy insouciant, Pipe et ses proches ont remarqué que le meurtre l'avait marqué. Il était devenu plus méfiant et s'énervait facilement. Pete prenait toute remarque imprudente à son égard comme un défi, ce qui, bien sûr, créait de nouveaux problèmes pour son gang. Au printemps 1994, lors d'une fête avec les membres du SMM, Pete remarqua Carlton Hines, un dealer de drogue de 23 ans avec lequel il avait joué au basket au lycée. Carlton, qui contrôlait le quartier de Melrose et gagnait jusqu'à 40 000 $ par jour, devait lui paraître bien pompeux. Et lorsque le gangster ne le reconnut pas, cela finit par mettre Pete en colère. Une altercation verbale éclata entre eux et Carlton reçut un violent coup au visage. Les hommes de Carlton prirent la défense de leur chef et les membres du SMM vinrent soutenir Pete. La bagarre aurait très bien pu dégénérer en fusillade si la police n'était pas arrivée sur les lieux. Une bagarre avait éclaté entre deux grands gangs de trafiquants de drogue. Pete n'allait pas laisser passer cela. À ses yeux, Carlton lui avait manqué de respect et méritait la mort. Peut-être que cette décision radicale était également motivée par le calcul que l'élimination d'un trafiquant bien reconnu renforcerait à la fois la réputation du SMM et celle de Pete. Rollock envoya Pipe enquêter sur Melrose et découvrir où Carlton et son gang aimaient se retrouver. Pendant des semaines, Pete traqua son ennemi, mais celui-ci continuait de lui échapper. Ce jeu du chat et de la souris conduisit Carlton au bord de la dépression nerveuse, et il commença à envisager de quitter le trafic de drogue et de revenir au basket, qui avait toujours été son véritable rêve. Cependant, Pete ne pouvait pas laisser passer cela aussi facilement. Le 4 avril 1994, alors que Pete boxait avec Pipe, son téléphone sonnait. L'appelant était Code, qui se précipitait pour lui annoncer que Carlton Hines se trouvait dans un garage sur Boston Road. Pete dit à Code de le retenir et se rendit immédiatement sur place. Arrivé sur les lieux, Pete prit Carlton et son équipe par surprise. Il expédia rapidement sa victime, frappa un autre gangster à la jambe et, environ 20 minutes plus tard, retourna dans le quartier où Pipe l'attendait. Après avoir tué Carlton, Pete a décidé de fêter cela avec les membres de son gang et était curieux de voir ce que les médias allaient en dire. Mais dans le numéro suivant du Daily News, lorsqu'il a lu la description détaillée du tueur, fournie au journaliste par Carlos Mestre, l'ami de Carlton, il n'avait plus du tout envie de rire. Il a donc décidé de tuer Carlos. Plus tard, des rumeurs parvinrent au chef du SMM, selon lesquelles un autre homme de Carlton, Samuel Barnes, allait venger son camarade. Et Pete l'ajouta immédiatement à sa liste noire. 3 mois après le meurtre de Carlton, en juillet 1994, Code donna à Pete l'emplacement de Carlos Mestre. Garé devant un centre commercial, Pete s'approcha furtivement du gangster qui venait de quitter le magasin et lui tira 3 balles. Barnes réussit à échapper un peu plus longtemps à la vengeance du SMM. Twin l'abattra dans la rue 1 an plus tard. Une connaissance de Pete lui a dit qu'il connaissait des marchés lucratifs en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. En septembre 1994, Pete et Pipe, vêtus de longs manteaux noirs pour dissimuler leurs armes, sont montés dans une Nissan marron flambant neuve et sont partis en voyage d'affaires. Une fois arrivés en Caroline du Nord, ils ont pris contact avec des dealers locaux, vendu jusqu'à 4 kilos de crack et empoché environ 30 000 $. Ils ont également visité plusieurs maisons délabrées à Charlotte qui pourraient être transformées en repères ou en laboratoire de drogue. En octobre, ils sont revenus avec Code, Twin et leur associé surnommé TV Dave, à Lumberton, en Caroline du Nord. Ils ont gagné jusqu'à 150 000 $
avant de poursuivre vers la Caroline du Sud, 60 000 $ supplémentaires. Ils ont dû s'arrêter à Rockingham, en Caroline du Nord, car l'ami de Dave, Covington, avait retenu une partie de l'argent promis, ce qui a beaucoup énervé Pete. Le lendemain, laissant Pipe et Twin derrière eux, Pete et d'autres membres du gang sont venus récupérer l'argent de Covington. Arrivés au lieu de rendez-vous, les gangsters n'ont pas réussi à joindre leurs clients. Pete a finalement perdu son sang-froid et s'est rendu chez Covington pour menacer sa famille. Alors que ses camarades tentaient de le calmer, la police est soudainement arrivée. Il s'est avéré que Covington était un informateur et que l'équipe de Pete était sous surveillance depuis le début. Les chiens policiers ont aboyé et griffé la voiture de Pete, mais la cachette de drogue n'a toujours pas été découverte. Les jeunes gangsters ont été emmenés au bureau du shérif du comté de Richmond, où des copies des faux permis de conduire de Pete et Code ont été faites. Comme il n'y avait aucune preuve contre Pete et ses amis, le shérif les a laissés partir, mais leur a dit que la voiture serait gardée pour une inspection supplémentaire et que si de la drogue était trouvée, les garçons seraient quand même arrêtés. En quittant le bureau du shérif, Pete a appelé son oncle et lui a demandé de contacter un avocat. Pendant qu'il passait son appel, la police était déjà revenue chercher son équipe et avait trouvé une cachette d'argent, d'armes et de drogue à l'intérieur de la Nissan. Pete et ses amis furent arrêtés. La caution fut fixée à 500 000 $ pour chacun d'entre eux, puis augmentée le lendemain à 1 million de $. Cependant, grâce aux efforts de 2 avocats, la caution fut réduite à 25 000 $ par personne, et après que l'oncle de Pete l'eut payé, les garçons furent libérés et retournèrent à New York. Malgré les affrontements réguliers avec les gangsters rivaux et les autres risques du métier, la vie de Pete avait aussi ses plaisirs simples. Il payait les frais de scolarité de son amante de longue date de Soundview, avait des aventures avec d'autres filles et essayait de s'occuper de son fils, né hors mariage, en se promettant de gravir les échelons par l'éducation plutôt que par le trafic de drogue. Cependant, un passé meurtrier hantait Pete. En juin 1995, le chef de Sex Money Murder fit la une de Daily News. Sous le titre accrocheur « Le plus recherché du Bronx », figurait une photo de Pete à l'âge de 16 ans et un article indiquant que les détectives le recherchaient en lien avec le meurtre de Cato pendant la Harlem Week environ 2 ans plus tôt. Sa popularité croissante faisait de lui une cible pour ses concurrents et Pete s'inquiétait de plus en plus pour sa sécurité. Pipe et d'autres membres de SMM l'accompagnaient désormais partout. Après avoir appris l'histoire du parrain de la mafia Albert Anastasia, abattu dans un salon de coiffure, le chef du Sex Money Murder ne se faisait plus couper les cheveux sans garde du corps, mais la prudence ne l'empêchait pas d'être tenté d'aller à Riverside Park pour la Harlem Week. Même s'il savait que se rendre à l'endroit où il avait tué Cato 2 ans auparavant n'était pas une bonne idée, il ne pouvait résister à l'envie d'admirer les voitures de luxe et les belles femmes en bikini et en short. Alors qu'il roulait avec Twin, Pete aperçut une belle fille qu'il connaissait et sortit pour lui parler. À ce moment-là, un passant le reconnut comme étant le gangster le plus recherché vu dans le journal et le dénonça à la police. Quelques minutes plus tard, 2 policiers se trouvaient à côté de Pete. Le chef du SMM a tenté de s'échapper et de se fondre dans la foule, mais il a été immobilisé. Pete n'a eu d'autre choix que de lâcher son arme et de se rendre. Incarcéré à Rikers pour meurtre et possession d'armes illégales, Pete a confié le contrôle du gang à Pipe. Il lui a remis les clés de son appartement et de sa Mercedes et lui a demandé de faire profil bas jusqu'à sa libération. Mais il y avait un problème. L'incident s'est produit par une chaude soirée d'été, lorsque Pipe, accompagné d'une jeune femme, s'est rendu à Soundview pour vendre de la cocaïne provenant d'une nouvelle source à Manhattan. En sortant de sa voiture, il a remis la marchandise à Nuttall Brown, un dealer de drogue âgé de 20 ans, mais au lieu de recevoir l'argent convenu, il s'est retrouvé avec un pistolet pointé sur lui. Ne s'attendant pas à un tel revirement, Pipe a dû donner presque tout le contenu de ses poches, soit environ 4 000 $. Mais le problème n'était pas tant l'argent que l'humiliation. Pipe venait de se faire voler sur son propre territoire. C'était l'humiliation ultime pour un gangster, surtout pour celui qui avait pris les rênes de Sex Money Murder. Lorsque Pipe a raconté toute l'histoire à Pete au téléphone, ce dernier lui a dit de ne rien faire et de laisser ses subordonnés se battre. Mais Pipe savait que s'il ignorait le défi, il ne pourrait pas conserver son autorité en tant que nouveau chef. Il a donc choisi d'agir. D'abord, Pipe a essayé de comprendre le motif de l'attaque. Un vieil homme jamaïcain surnommé Scandal lui a expliqué que leur gang essayait de prendre le contrôle du trafic de marijuana à Soundview, mais que Nuttall Brown menait son propre jeu. Scandal avait également intérêt à se débarrasser de Brown. Il était donc prêt à aider Sex Money Murder. Pipe fit semblant d'être prêt à discuter de paix avec Brown. Par une matinée étouffante de juillet, il le rencontra en compagnie de Scandal et une conversation s'engagea entre eux.
Pipe tenta d'être très amical et le Jamaïcain resta à leur côté. Brown commençait à regretter d'avoir volé ce monsieur qui venait de lui promettre une promenade en bateau lorsqu'il s'est souvent rendu compte que Scandal et Pipe étaient derrière lui. Mais il était trop tard. Pipe a sorti son arme et lui a tiré une balle dans la tête, puis, alors qu'il tombait, dans la poitrine. Ne voulant laisser aucun témoin, Pipe a tenté de tirer également sur Scandal, mais celui-ci a réussi à s'échapper. Ce que Pipe n'avait pas prévu, c'est que Brown, qui avait reçu 4 balles, survivrait. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé. À son réveil, Brown, blessé, s'est rendu à la maison la plus proche et a sonné à la porte. Le propriétaire, voyant son état, a immédiatement appelé une ambulance et la police. Brown a été transporté à l'hôpital. Les médecins ont trouvé une balle logée sous son oreille gauche, endommageant son audition. Une autre avait traversé son cou et celle qui se trouvait dans sa poitrine n'avait touché aucun organe vital. Après avoir appris que sa victime était en vie, Pipe a décidé qu'il ne violerait pas le code de la rue en coopérant avec la police. Cependant, 6 semaines plus tard, le 1er septembre 1995, Pipe a été appréhendé par 2 agents alors qu'il sortait d'un magasin. Interrogé, il a nié toute implication dans l'agression contre Brown, mais un fauteuil roulant transportant la victime a alors été amené dans la pièce. Contrairement aux espoirs de Pipe, Brown l'a désigné comme son agresseur. Quelques semaines plus tard, Pipe s'est retrouvé à Rikers Island avec Pete, mais à l'autre bout de la prison. C'était un endroit très dangereux où affluaient des gangsters de tout New York et où le statut social dans un quartier particulier n'avait aucune importance. Pete était néanmoins respecté dans la prison et pouvait également aider son partenaire à éviter les ennuis. Alors que Pipe se préparait pour le procès, Pete réfléchissait à un plan qui, en théorie, pourrait propulser Sex Money Murder à un tout autre niveau. En prison, il s'était lié d'amitié avec l'un des gangsters légendaires de New York, Omar Porty, alias OG Mac, le parrain du gang de prisonniers le plus puissant de la côte Est, United Blood Nation. Il s'agissait d'une union de 14 groupes issus des 5 arrondissements de New York, dirigés par les Original Gangsters, ou OG en abrégé. Lorsque les Bloods ont commencé à prendre le contrôle de la prison, autrefois dominée par l'ancien gang des Latin Kings, qui comptait des gardes parmi ses rangs en plus des gangsters, une guerre majeure a éclaté. Les autorités ont tenté d'affaiblir le nouveau groupe en dispersant ses membres dans différentes prisons. Mais ce faisant, elles n'ont fait que contribuer à la propagation rapide du mouvement Blood, qui s'est ensuite transformé en une organisation tentaculaire. Pendant des mois après l'arrivée de Pete, Max s'est occupé de lui et a fait de son mieux pour le convaincre de rejoindre le SMM avec United Blood Nation. Mac lui parlait constamment des leaders noirs, des mouvements des droits civiques et des perspectives d'avenir de son gang. Pete n'était pas impressionné par ses discours. Il était déjà le chef et sa réputation dans la rue n'avait rien à envier à la crédibilité de Mac derrière les barreaux. Pourquoi aurait-il joué selon les règles d'un autre gangster ? Devant ce refus, Mac revint vers Pete avec une offre plus alléchante. Sex Money Murder serait la seule unité de la nation à jouir d'une autonomie totale. En prison, les membres du gang bénéficieraient de protection et d'autorité. Mais dans la rue, les gangsters de SMM seraient libres de faire ce qu'ils voulaient sans avoir à rendre de compte à personne, y compris former des sous-groupes distincts. Cette fois, Pete accepta. Lui et Mac venaient de sceller une fusion massive dans le monde souterrain et dirigeaient une organisation dont le pouvoir s'étendait jusqu'à l'enceinte de la prison et contrôlait certaines parties des quartiers à l'extérieur. Désormais, si Pete avait besoin de quoi que ce soit, il était libre de le déléguer à n'importe quel représentant de la United Blood Nation de n'importe quelle partie de la côte Est. Initialement, on s'attendait à ce que Pete soit libéré en 98 s'il se comportait bien, mais le 16 décembre 96, il fut accusé de complot en vue de distribuer de la cocaïne et d'avoir commis un crime violent avec une arme. Le 6 février 1997, son nouveau procès s'ouvrit, et cela n'augurait rien de bon pour lui. Pour se distraire de cette situation pressante, il se plongea dans la reconstruction de son gang. Au cours de l'été 97, Pete a conçu une nouvelle structure pour Sex Money Murder qu'il a appelée The Fist, le Point. Le 26 juillet, il a envoyé un plan de réorganisation détaillé à tous les membres du gang. Le plan de Pete prévoyait que The Fist se compose de 3 divisions, chacune comptant 5 membres influents, un chef de division, un chef adjoint, un chef de la sécurité, un consultant polyvalent et un responsable financier. Chaque membre se voyait attribuer un numéro. Pete insistait sur l'importance de l'accomplissement rigoureux des tâches de chaque membre de The Fist et sur la discussion collective des problèmes qui se posaient. The Fist devait fonctionner à 3 niveaux. Au bas de l'échelle se trouvaient les gangsters de rue qui devaient reverser 25% de leurs revenus aux capitaines au-dessus d'eux, lesquels reversaient à leur tour la moitié de leurs revenus au chef. Il existait une disposition permettant de grimper dans la hiérarchie.
Tout gangster pouvait gravir les échelons en gagnant de l'argent, en vendant de la drogue ou en commettant des meurtres pour le compte de l'organisation. En conclusion, Pete rédigea un discours enflammé sur l'ouverture de nombreuses portes pour Sex Money Murder, qui finirait par devenir une superpuissance du monde souterrain à l'image des grandes familles mafieuses. Depuis sa prison, Pete a également commencé à jouer sur l'animosité de Sudgy envers Little J, dans l'espoir d'attirer son vieil ami dans son organisation remaniée. Après avoir vaincu le gang d'Itillary en 1991, Sudgy s'est à nouveau retiré, et beaucoup de choses se sont passées dans sa vie au cours des 5 années suivantes. De retour à Springfield, il s'est de nouveau attiré des ennuis à cause de son tempérament explosif. En septembre 92, lorsque Sudgy s'est retrouvé impliqué dans une bagarre entre deux gangsters, il a subi plusieurs blessures graves. Il a été hospitalisé pendant un certain temps, puis en 1993, il a été arrêté et condamné à une peine dans un établissement pénitentiaire du Massachusetts pour possession illégale d'armes et distribution de drogue. En 1996, Sudgy a été libéré de prison et est retourné à Springfield pour rejoindre ses anciens amis, mais il est rapidement devenu évident que Little J se servait de lui. Lorsque Pete a annoncé à son ami qu'il appartenait désormais lui aussi à United Blood Nation, Sudgy s'est séparé de ses camarades de Springfield avec plaisir. Il s'est vu confier le rôle de chef de la sécurité, qui consistait notamment à contrôler les nouveaux venus dans le quartier, à identifier les menaces et à réagir rapidement aux problèmes. Autrement dit, Sudgy est devenu le 3e gangster le plus important de sa division. Les membres du gang se réunissaient régulièrement pour écouter les lettres de leur chef, qui étaient lues à haute voix par ses plus proches collaborateurs. Lors d'une de ces réunions, le gangster Bilov a annoncé une nouvelle stupéfiante à tout le monde. Pete avait exigé le meurtre de Twin, son ami de longue date et adjoint de facto. Selon le chef du SMM, Twin coopérait avec la police en fournissant des informations qui empêchaient la libération de Pete. Mais était-ce vrai ? Après l'incarcération de Pete, Twin a en quelque sorte pris sa place vacante. Selon certaines rumeurs, il aurait reçu une centaine de kilos de cocaïne directement du cartel colombien et les aurait distribués à New York, dans le New Jersey et dans l'Ohio. Selon la direction de Twin, le gang avait moins de problèmes, car contrairement à Pete, il n'avait aucune envie de tuer et de se faire remarquer. Twin était plus sophistiqué dans ses méthodes de blanchiment d'argent. Il utilisait un pseudonyme sur ses cartes de crédit pour ouvrir de nombreux comptes bancaires. De plus, Sex Money Murder a été enregistré comme une société officielle avec tous les documents nécessaires. Avec l'aide de ces documents, Twin a ouvert un compte à la State Bank of Long Island et a versé des salaires bi-hebdomadaires aux membres de SMM, qui pouvaient ainsi prouver qu'ils avaient un emploi légal. Ainsi, Twin était en train de bâtir une véritable entreprise tout en se montrant modeste et respectueux, un contraste frappant avec la vanité et l'arrogance de Pete. Derrière les barreaux, Pete, déjà stressé, était blessé d'apprendre l'ascension fulgurante d'un partenaire dont la réputation éclipsait la sienne. Il était également furieux que Twin ne verse pas d'argent à sa mère, violant ainsi une règle tacite de SMM. Ajoutez à cela les rumeurs non confirmées selon lesquelles Twin aurait eu une relation avec l'ex-petite amie de Pete, avec laquelle il avait eu un fils, et tout s'explique. Pour Pete, tuer Twin était nécessaire pour des raisons personnelles et non pour le bien-être de Sex Money Murder. Pete a donc chargé Sudgy d'éliminer Twin. Sudgy savait que Twin était aussi attaché au chef du gang que lui, mais un coup de téléphone avec Pete a dissipé ses doutes. Plusieurs facteurs se sont conjugués ici. Le désir de rembourser Pete pour une vieille dette de vengeance contre Itillary, la confiance aveugle en un ami d'enfance et le rêve de gravir les échelons de Sex Money Murder et de devenir pour la première fois le chef plutôt qu'un simple exécutant. Bien que cela n'ait pas été officiellement déclaré, il était sous-entendu que tuer Twin aurait donné à Sudgy le statut d'OG, ou Original Gangster. Cela lui aurait permis de diriger son propre sous-groupe autonome sous l'égide du SMM. Sudgy a décidé qu'il serait celui qui tuerait pour Pete, et ce qui s'est passé ensuite, ce sont les événements de novembre 97 avec lesquels nous avons commencé notre histoire. Comme vous le savez déjà, le jour de Thanksgiving, Sudgy est allé tuer Twin sur un terrain de football où se déroulait le match annuel entre les gangs de Soundview et de Castle Hill. Cela ne s'est pas passé aussi vite qu'il l'avait prévu. Une fois sur le terrain, Sudgy a tiré 2 fois sur Twin avant que son arme ne s'enraye. Le chaos s'ensuivit lorsque les hommes de Twin et les membres du SMM présents sur le terrain se livrèrent à une fusillade. Pendant ce temps, Twin se releva et s'enfuit. Apparemment, il portait un gilet pare-balles sous son maillot. Sudgy suivit Twin et, après avoir réparé son arme, lui tira rapidement 3 autres balles alors qu'il traversait la route. Twin s'effondra sur la pelouse à côté d'un immeuble et les derniers coups de feu de Sudgy l'achevèrent définitivement. Quelques jours plus tôt, Pipe avait tenté d'empêcher ce meurtre en envoyant une lettre aux membres du gang leur ordonnant de ne pas toucher à Twin.
mais même son propre frère, Ro, avait placé la parole du chef au-dessus de la sienne. Il est vrai que, comme Sudji, il n'avait pas pu se joindre aux autres pour célébrer l'élimination de Twin, réalisant dans son cœur que celle-ci était imméritée. Après l'assassinat, Sudji se rendit en Caroline du Sud pendant quelques temps et acheta une fausse carte d'identité. Il se rendit ensuite à New York, puis à Springfield, où il rassembla autour de lui quelques jeunes gangsters et fonda le premier gang contrôlé par SMM dans la ville. Il est ensuite retourné à New York pour voir sa petite amie, sans jamais cesser de s'inquiéter que Damon Mullins, le frère jumeau du défunt David Mullins, ne vienne le venger. Le 10 avril 1998, Sudji a appris que Pete avait été condamné à 40 ans de prison pour trafic de drogue en Caroline du Nord. Au mieux, il sortirait de prison à 60 ans. Lorsque Sudji apprit la nouvelle, il fondit en larmes. Tuer Twin n'avait pas libéré Pete. En fin de compte, tout cela n'avait servi à rien. Dévasté, Sudji décida de retourner à Springfield, où il trouva une nouvelle conquête. Un jour, alors qu'il passa la nuit dans l'appartement de la jeune fille, un petit groupe d'agents des forces de l'ordre, qui le suivait depuis son séjour en Caroline du Sud, se présenta à sa recherche. Sudji a été temporairement transféré dans une prison fédérale du New Hampshire, puis, le lendemain, mis dans un avion avec d'autres détenus, où il a retrouvé Pete de manière inattendue. Ils ont été emmenés au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où Sudji a été soumis à une prise d'empreinte digitale, puis, quelques heures plus tard, mis dans un fourgon qui les a conduits au tribunal. Alors que Pete et Sudji se trouvaient dans une cellule, plusieurs autres membres du Sex Money Murder et l'oncle de Pete, George Wallace, étaient dans une cellule voisine. Ils avaient tous été capturés par les fédéraux. Ensuite, le groupe entier a été conduit dans la salle d'audience, où la juge Miriam Goldman Cederbaum a ordonné que les accusés soient démenottés et a interrogé chaque détenu, d'une manière plutôt amicale, sur son niveau d'éducation et son emploi. La procureure Alexandra Shapiro a poursuivi en déclarant que 2 des accusés étaient passibles de la peine de mort, Pete et Sudji. Le premier était accusé de 28 chefs d'accusation, dont racket, meurtre, enlèvement, subornation de témoins et utilisation d'une arme pour faciliter différents crimes. Sudji était accusé de 8 chefs d'accusation, dont meurtre, association de malfaiteurs et enlèvement. Pendant leur procès, Sudji et Pete ont été incarcérés au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison qui accueillait environ 2000 détenus, également connue sous le nom de Maison des Mouchards. Cet endroit était considéré comme la dernière étape avant de passer un accord avec les autorités fédérales. Sudji et Pete y travaillèrent comme agents d'entretien, chacun nettoyant la zone qui lui était assignée. Pete n'a jamais perdu l'espoir d'acquérir du pouvoir dans ce nouvel environnement. Sudji, quant à lui, s'est contenté de suivre le mouvement et s'est battu avec des prisonniers et des gardiens. Un jour, lui et Pete ont eu une conversation au sujet du meurtre de Twin, et Pete a dit que c'était une mauvaise décision. Pour Sudji, ces mots ont été un véritable choc. En fait, le leader du SMM venait d'admettre qu'il l'avait utilisé à des fins personnelles. La vie de Sudji s'est progressivement transformée en une interminable série d'audiences au tribunal, entrecoupées de nouvelles désastreuses concernant les autres membres du gang. Les anciens membres du SMM ont été emprisonnés les uns après les autres et sont devenus des informateurs. Sa confiance en Pete était en miettes et il ne souhaitait plus qu'une chose, la liberté. Un jour, Sudji a pris sa décision et a appelé son avocat pour lui dire qu'il était prêt à coopérer avec les autorités fédérales. La première rencontre avec les agents du FBI ne se déroula pas du tout comme il l'avait prévu. Sudji pensait qu'avec des informations précieuses, il serait en mesure de fixer ses propres conditions, mais ce fut tout le contraire. Les agents du FBI connaissaient déjà la plupart des agissements des hommes de SMM, et même la révélation qu'il était le meurtrier de Twin, que Sudji considérait comme son atout majeur, n'était pas une nouveauté pour eux. Néanmoins, les agents le considéraient comme un témoin précieux, et, lors de leur rencontre suivante, ils lui ont proposé un marché. Sudji leur dirait toute la vérité sur ses crimes et sur ceux d'autres personnes dont il avait connaissance, et en échange, les agents du FBI écriraient au juge pour demander la clémence en raison de son aide substantielle. Sudji accepta, et de longues séances commencèrent, au cours desquelles, sur la base des récits du gangster, les agents comblèrent les lacunes de l'histoire criminelle du Bronx sur la dernière décennie. Le 29 avril 1999, Sudji avoua tous les crimes devant le juge, mais il le fit dans l'espoir d'obtenir une nouvelle réduction de peine et sans montrer le moindre remords. On lui a proposé de participer à un programme de protection des témoins, ce qu'il a accepté, après quoi il a été transféré dans une autre prison. Mais revenons au leader de Sex Money Murder. En 2000, quelques semaines avant son procès, Pete a accepté de plaider coupable à condition que le gouvernement renonce à la peine de mort. Et lorsqu'il a été jugé le 4 janvier, Pete a tout avoué. Sa condamnation a eu lieu en novembre de la même année. Pete, qui était alors âgé de 26 ans, a été condamné à la prison à vie
plus 105 ans supplémentaires. Il devait passer les 18 premiers mois en isolement cellulaire. Toute communication avec les autres membres de Sex Money Murder ou de United Blood Nation lui était interdite. De plus, Pete devait verser 25 400 $ aux familles de ses victimes. En décembre, Pete a été transféré à l'ADX Florence, dans le Colorado, une prison de haute sécurité connue sous le nom d'Alcatraz des Rocheuses. Il s'agit d'un complexe trapu, entouré de tours de garde et situé dans une plaine poussiéreuse, flanquée de montagnes enneigées. Pete a été conduit dans une cellule en béton avec un lit, une table, un tabouret et des toilettes dans un coin. La nourriture lui était fournie par une petite trappe. 1 heure par jour seulement, Pete était menotté et conduit dans une petite cage légèrement plus grande que sa cellule, d'où il pouvait regarder le ciel. Les seules personnes avec lesquelles Pete pouvait avoir des contacts occasionnels étaient les membres de sa famille et ses avocats. Pour un homme comme Pete, cette existence solitaire était un cauchemar. Cela dit, cela fait longtemps que nous n'avons pas mentionné le troisième personnage clé de cette histoire. Qu'était-il arrivé à Pipe ? En octobre 1999, il a été libéré sur parole et est retourné à Sandview. À cette époque, il ne restait plus qu'une ombre du gang Sex Money Murder, autrefois puissant. Tous les acteurs importants avaient été capturés par la police, et avec eux, tous les contacts utiles avaient disparu. Les premières semaines, Pipe est sorti faire la fête et s'amuser avec des filles. Tout le monde savait que Pipe était fauché, mais sa réputation de gangster coriace faisait son effet, et les gens s'attendaient à ce qu'il retrouve très vite son pouvoir d'antan. Pipe réussit à rassembler jusqu'à 40 jeunes Bloods, mais il s'agissait pour la plupart d'enfants en difficulté, qui ne comprenaient pas tout à fait leur rôle et se disputaient constamment entre eux. Il ne désespéra pas et fit de son mieux pour rebâtir un nouvel empire de la drogue à partir de rien. Il s'y prit ainsi. Après avoir intimidé un gangster local qui vendait de la drogue sans respecter les règles du SMM, Pipe a réussi à lui soutirer 10 000 $, qui lui ont servi de capital de départ. Après avoir choisi 3 assistants de confiance, Pipe leur a proposé à chacun de contribuer à hauteur de 3 000 $ et d'utiliser cet argent pour acheter de la cocaïne. En prime, un dealer qui squattait l'appartement d'un des membres du gang leur fournit de la drogue gratuitement. Ils ont ensuite remis la drogue au dealer, qui devait la vendre dans la rue, puis ont méticuleusement enregistré chaque transaction. Pipe réalisait 70% des bénéfices sur chaque livraison et les affaires marchaient bien. Mais en mai 2000, Pipe a appris que l'agent du FBI O'Malley voulait lui parler. Les fédéraux savaient que Pipe avait pris la tête du gang et ont décidé d'exploiter la situation. O'Malley a tenté de convaincre Pipe que sa position était devenue plus dangereuse depuis l'arrestation de Pete et lui a proposé de coopérer. Selon lui, Pipe pouvait lui fournir, de temps à autre, des informations sur les activités du milieu criminel et recevoir en échange un paiement mensuel du FBI. Après avoir réfléchi à cette proposition et en avoir discuté avec sa nouvelle petite amie, Pipe a signé l'accord. Un détail important de cet accord était que, en tant qu'informateur, Pipe ne devait pas être pris en flagrant délit d'infraction à la loi, ce qu'il ne tarda pas à faire. Lorsque l'agent du FBI forçait Lee à examiner les enregistrements des ventes de crack, il a clairement vu Pipe sur l'une des caméras. Il allait désormais devoir répondre de ses actes comme les autres membres du gang. Le 31 mai 2001, les autorités fédérales ont arrêté plusieurs gangsters de Sandview en même temps, et Pipe était parmi eux. Les opinions sur son sort étaient partagées. Certains pensaient que Pipe pouvait avoir une autre chance, tandis que d'autres étaient convaincus qu'il était une cause perdue. Après un certain temps, assis dans sa cellule, Pipe reçut une nouvelle proposition de coopération, qu'il accepta à nouveau. Tout comme Sudgy l'avait fait quelques années plus tôt, Pipe rencontra plusieurs fois les agents du FBI et répondit à leurs questions. Le 28 février 2003, il témoigna devant le tribunal. Le jour de sa condamnation, le 25 janvier 2005, Pipe a prononcé un discours émouvant devant le juge, dans lequel il s'est repenti de ses mauvaises actions et a admis ses erreurs. Le juge, touché par ce monologue, a libéré Pipe après qu'il ait purgé sa peine. Maintenant libéré, après 2 ans d'emprisonnement, Pipe s'est installé dans une modeste chambre dans le Queens et a trouvé un emploi de concierge dans un gymnase de Manhattan. S'ensuivit un long et difficile parcours pour s'adapter à une vie légale et sortir de la pauvreté. Il s'est marié, a changé plusieurs fois d'emploi et a même suivi des cours du soir pendant un certain temps. Sudgy a également été libéré de prison. Le 31 janvier 2006, le juge a exprimé l'espoir que Sudgy commence désormais une nouvelle vie et lui a infligé une peine déjà purgée et 5 ans de liberté surveillée. Sudgy est retourné à Springfield où il a revu son fils pour la première fois depuis longtemps. Pendant un certain temps, il a essayé de jouer le rôle d'un père modèle, mais il est ensuite retourné vers ses anciens amis qui étaient toujours dans le trafic de drogue. Dès avril 2007, Sudgy a de nouveau attiré l'attention de la police.
Selon un témoin, il se tenait devant l'appartement de sa petite amie et essayait de la forcer à sortir en menaçant avec une arme. Bien que l'arme que Seo-ji aurait cachée sous son sweatshirt n'ait jamais été retrouvée, il a été accusé de possession illégale d'armes, d'agression armée et de violence domestique. Seo-ji a été placé en détention et renvoyé à New York pour violation de sa liberté conditionnelle. 18 mois après sa libération, Seo-ji s'est retrouvé à nouveau devant le tribunal, mais cette fois-ci, il a été relâché sans inculpation. Peut-être que le juge ne voulait tout simplement plus avoir à gérer Seo-ji. Il a ensuite été arrêté plusieurs fois pour diverses raisons, violence domestique, conduite en état d'ivresse, trafic de drogue. À chaque fois, il a réussi à éviter les répercussions ou à limiter sa peine à une courte durée. Contrairement à Pipe, il ne pouvait pas s'adapter à un monde sans risque ni violence. En d'autres termes, Sugarshaft ne voulait pas redevenir le simple Sin. Pendant ce temps, Pete, comme nous nous en souvenons, purgeait toujours sa peine à perpétuité. À l'ADX, il était presque un prisonnier modèle. En 2006, il avait suivi plusieurs cours pour adultes via la télévision en circuit fermé dans sa cellule, notamment des cours de philosophie, de théorie politique, d'économie, de mythologie classique, d'histoire romaine antique et de gestion de la colère. Pete a également écrit un roman sur un gangster de Soundview qu'il a intitulé Trigger. En juin 2005, avec l'aide de ses proches, Pete a pu publier ce livre, enfreignant ainsi les conditions de son incarcération. Il espérait que son bon comportement lui permettrait d'obtenir une réduction de peine et de sortir de l'isolement pour rejoindre la population carcérale générale. Son accord prévoyait une révision de sa peine dans 18 mois, mais une fois celle-ci prononcée, les procureurs fédéraux ont refusé d'assouplir les restrictions. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Pete. Le gang Sex Money Murder, et en particulier son chef, ont marqué l'histoire du Bronx et ont même laissé une empreinte dans la culture populaire. De nombreux rappeurs ont écrit des chansons sur Pete et ses associés à leur époque, et ils ont été imités par les gangsters SMM de la nouvelle génération. L'idéologie du gang s'est répandue dans tout New York, puis dans le New Jersey. Avec le temps, les gangsters ont commencé à utiliser le terme Peter Roll pour désigner un meurtre, même si beaucoup de ceux qui l'utilisent aujourd'hui en ont oublié l'origine.